Je vous remercie d'accueillir le PDG et cofondateur de Blablacar, Frédéric Mazzella, le directeur général France et Europe du Sud Spotify, Yann Thébault, et le PDG Europe continentale d'Uber, Pierre-Dimitri Gorcotti. Bonjour Yann. Voilà, donc tous les trois, installez-vous installez-vous là tous les trois. Voilà, Frédéric, mettez-vous là tous les trois, et puis Xavier, mettez-vous là. Alors on va parler de toutes ces histoires. Alors bon, c'est barbare, pas autant que ça, mais on va découvrir un peu ces entreprises. Alors Blablacar, c'est un service, vous le connaissez certainement. On va voir dans un instant. On pensait un service pour étudiants, et puis finalement non. La moyenne d'âge aujourd'hui c'est 33 ans. Ça a permis du covoiturage. Il y a des enjeux autour du dernier kilomètre. Il y a des enjeux autour des liaisons interurbaines. Blablacar, c'est né d'une idée. On va en parler dans un instant avec Frédéric Mazzella, ingénieur. Il travaillait à la NASA, c'est ça, aux États-Unis. Et puis, vous voyez, toutes ces, vous savez, ces grandes, ces pool lines aux États-Unis. Voilà, ils sont plusieurs dans les voitures. Et puis un jour, on en reparlera, en rentrant en France, les trains sont bondés. Et puis Frédéric voit toutes ces voitures seules. Il se dit, mais bon sang, comment tous ces gens qui sont seuls dans leur voiture, on pourrait quand même essayer de mutualiser tout ça. Imaginez, il a réfléchi ce modèle-là, il a modélisé tout ça, il en a fait un algorithme, et aujourd'hui, voilà, au départ ça s'appelait covoiturage, maintenant ça s'appelle Blablacar, plus de 10 millions de membres dans 14 pays, 2 millions de personnes voyagent tous les mois via Blablacar, la moyenne d'un trajet c'est 330 km, une croissance annuelle comprise entre 100% et 200%. La dernière levée de fonds c'était en juillet 2014, 70 millions d'euros, on va voir à quel usage est fait tout cet argent, plus de 200 collaborateurs dans 9 pays, et une application mobile téléchargée plus de 5 millions de fois. Frédéric, est-ce que je vous ai bien décrit, voilà, en quelques mots, rapidement? Oui, ça fait beaucoup de chiffres. Alors c'est vrai que ensuite l'activité elle-même, c'est le partage de voitures. Ça permet aux conducteurs de faire des économies sur leurs frais de déplacement, tout simplement, sur leurs frais d'essence et leurs frais de péage. Et ça permet aux passagers de trouver des solutions de déplacement. Et c'est sur des distances généralement assez longues, hein, puisque la plupart de nos trajets sont, comme vous l'avez dit, c'est 330 km en moyenne. Mais la plupart des trajets, 95%, vont se passer entre 80 et 600 km. Donc c'est vraiment des trajets de ville à ville. Et ça marche jusqu'au dernier moment, puisqu'on a accès sur les smartphones aux dernières informations des conducteurs en départ. Alors on parlera avec vous de votre développement, de votre diversification. Xavier a tout un tas de questions à vous poser. À côté de vous, Yann Thébault, on parle là de Spotify. Alors Spotify, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont arrêté d'écouter des vinyles il y a quelques années, quoi qu'on y revient encore un peu, des CD. Et là on est dans le fichier musical. Vous savez, mais ça marchera jamais d'écouter de la musique en fichier. Eh bien Spotify y a cru. Donc Spotify, c'est une plateforme de musique, donc vous pouvez écouter toutes sortes de musique. Et quand on dit toutes sortes, ça va vraiment, le catalogue est immense. Aujourd'hui, alors pareil, derrière il y a une technologie, présent dans 58 pays. En janvier 2015, c'était 15 millions d'abonnés payants, 60 millions d'abonnés actifs. Là c'était en janvier, là ce mois-ci. Mais figurez-vous qu'en novembre, entre novembre et janvier, 2,5 millions d'abonnés en plus payants. Alors on paye aux alentours de 10 € par mois pour avoir accès à toute cette plateforme. Donc vous imaginez, voilà, pour 120 € par an, vous avez accès à toutes sortes de musique. Et puis il y a des formules, on peut la famille peut y accéder. Un tout petit peu, sur ces 10 €, un tout petit peu est reversé à l'artiste. Il y a près de 6,5 sur 10 €, 6,5 € sont reversés aux intermédiaires. Il y a des droits d'auteur et puis bien entendu il y a la part de Spotify. Donc en gros, c'est 70% du chiffre d'affaires de Spotify qui est reversé à l'industrie musicale. Donc ils ne sont pas en train de la tuer, ils sont justement peut-être en train de la faire renaître. On en parlera avec eux. Aujourd'hui, c'était les chiffres du SNEP, c'est le syndicat national de la musique là, qui ont sorti leurs chiffres. Les chiffres du streaming ont dépassé ceux du téléchargement. Voilà, donc, et aujourd'hui, une entreprise qui est valorisée aux alentours de 4 milliards. On parle d'une levée de fonds de 500 millions qui vous valoriserait à 7 milliards. Voilà, globalement, j'ai décrit tout ça, Yann Thébault? Absolument. Une offre très variée avec 30 millions de titres disponibles. Aujourd'hui, on révolutionne l'industrie musicale puisqu'on recrée de la valeur. On crée de la croissance. Aujourd'hui, c'est la véritable source de croissance pour cette industrie. Et comme vous le soulignez, 2014 a été un tournant, puisqu'aujourd'hui, le streaming est devant le téléchargement. Donc on va reparler pareil avec vous de vos diversifications. À côté de vous, Pierre-Dimitri Gorcotti, Uber. Donc je pense que là beaucoup d'entre vous sont des. Tiens, d'ailleurs, qui sont les utilisateurs? Est-ce qu'il y a des utilisateurs d'Uber dans la salle pour voir si je vois quelques-uns? Voilà, quelques-uns. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Blablacar? Ah, il y en a. Et puis Spotify, certains d'entre vous sont. Voilà, donc les autres pirates, hein, on a noté. Alors, Uber, moi ce que j'ai bien aimé, Uber, c'est un service on demand. Et
Uber, il y avait une phrase que j'ai retenue, c'est ça a mis en contact des gens qui avaient de l'argent et pas le temps, avec des gens qui n'avaient pas d'argent et qui avaient le temps. Voilà. Et ça s'est emboîté. Et ça a permis notamment de créer ce service parce que derrière, évidemment, il y a des technologies, évidemment, il y a du développement. Et vous allez voir, on va en parler avec Pierre-Dimitri, il y a du développement, mais qui n'est pas forcément fait chez Uber. C'est du développement partagé. Il y a tout un tas d'entreprises. On parlait d'innovation ouverte, on y est. C'est un service qui a été lancé en 2009 en Californie. L'histoire veut que Travis Kalanick, c'est ça, le PDG, ait eu cette idée un jour à Paris. Il était à la conférence Le Web en plein mois de décembre, il ne trouve pas de taxi et puis voilà, il se dit mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, on pourrait faire autre chose et il est revenu en Californie. Voilà, c'est la légende qui veut que ça a été inventé à Paris. En 2014, plus de 200 villes sont servies par les chauffeurs d'Uber, c'est dans 54 pays. On estime qu'il y a... Tiens, je vais vous donner quelques chiffres. Au troisième trimestre 2014, Uber a reversé aux conducteurs américains 656 millions de dollars. Vous voyez, c'est quand même, ça draine quand même pas mal d'argent. Aux États-Unis, on estime qu'il y a à peu près 160 000 conducteurs Uber sur l'année, et un conducteur qui peut gagner jusqu'à 1 300 dollars par mois, voilà, en faisant tous ces trajets. Et puis, on va parler valorisation un instant. Là, vous allez bien écouter ce chiffre. Aujourd'hui, Uber, quand vous montez dans un axe Uber, toute cette société s'est valorisée 41 milliards de dollars. 41 milliards de dollars. Attention, on n'est pas revenu dans la bulle Internet. Voilà, si c'est valorisé ce prix-là, c'est qu'il y a des raisons. Pierre-Dimitri, voilà, j'ai bien décrit à peu près le... Oui, très bien décrit. Bonjour. Peut-être un chiffre intéressant qui met un petit peu les choses en perspective. Il y a aujourd'hui 1 milliard de véhicules sur la planète qui sont utilisés 4% du temps. Moins d'1 heure par jour. Ça représente 20 trilliards de dollars d'actifs immobilisés, plus que le PIB américain. Et je crois que c'est ça la vraie chose qui est en train de se passer derrière des innovations comme Uber, c'est de dire on a une économie qui passe d'une économie de la possession, en particulier dans le monde de la voiture, à une économie où je commande un service à la demande quand j'en ai besoin. Et c'est ça ce qu'il y a vraiment derrière Uber. Pour finir, peut-être un dernier chiffre. Quand Uber est arrivé à San Francisco, le marché du taxi et de la limousine faisait une taille de 120 millions de dollars. Aujourd'hui, Uber à San Francisco, c'est plus de 500 millions de dollars. Donc il y a de la création de valeur et de la création d'emplois. Xavier. La création de valeur, oui. Bon, alors c'est toujours un petit peu impressionnant pour des gens comme nous qui sont un peu des vieux schnocks et des managers traditionnels d'interviewer des génies, mais bon. Alors écoutez, Frédéric, on va commencer avec Frédéric. Et, bon, alors on est bretons tous les deux, d'accord? Et puis je crois que vous êtes vendéens. Alors évidemment, on a vécu une petite semaine avec vous pour préparer l'émission, et donc j'ai été voir tous les petits coussins bretons. Alors tout le monde vous utilise. Alors c'est aussi bien les jeunes qui utilisent, bon, bah, vous avez expliqué pourquoi, mais aussi mes vieilles tantes. Hein. Les vieilles tantes, quand elles veulent parler de Brest à Quimper, eh bien elles passent par vous. Aussi ceux qui ont des voitures. Hein. Et alors, je voulais savoir, alors ça me semble affolant parce que dans ma famille, vos parts de marché sont colossales. Alors j'aurais aimé savoir, premièrement, quelle est l'idée de la part de marché que vous avez sur les transports entre villes en Bretagne? Est-ce que c'est du 0,1%? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 10%? Donc en gros, c'est pas forcément la réponse, mais j'ai l'impression que c'est déjà des choses énormes. Et deuxièmement, peut-être quels sont les 3 facteurs qui font que les gens viennent chez vous? Et puis, je voudrais savoir, parce que bien sûr, vous êtes une boîte mondiale, mais au moins mon impression, c'est que vous êtes encore très français. Et puis que la Bretagne, c'est quand même l'origine. Alors, est-ce que vous êtes, en fait, vous vous vantez comme une boîte internationale, mais vous êtes encore une boîte bretonne? Qu'est-ce que la Bretagne par rapport à la France? Et qu'est-ce que la France par rapport au monde? Voilà, hein, si vous pouviez tourner autour de ça. Alors, pour la question, la Bretagne par rapport à la France, je vais la laisser à d'autres que moi. Pour ce qui est par contre de notre activité, alors effectivement le covoiturage, bizarrement ou de manière très remarquable, est né effectivement un petit peu en Bretagne parce que historiquement c'est là que ça s'est le plus développé. Pour ce qui est des parts de marché, c'est assez difficile à évaluer. Bon, très clairement, nous on est sur des distances, comme je disais tout à l'heure, de 80 à 600 km, donc c'est un type de déplacement particulier et ça va être de l'ordre du pourcent ou de quelques pourcents, mais ça peut pas aller tellement plus haut. Ça déstabilise pas encore la SNCF? Non, du tout. L'usage n'est pas exactement le même non plus. C'est-à-dire qu'il y a des fois des trajets justement qui peuvent être faits entre des villes sur lesquelles il n'y avait pas forcément de connexion de train parfois. Donc voilà. Et donc pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai fait il n'y a pas longtemps un trajet qui va de Auray à La Troche-sur-Mer, donc de la Bretagne à la Vendée. Donc comme quoi on relie bien les territoires. Ah oui, en train, voilà, c'est plutôt 7 ou 8 heures. Enfin, en train, bus, et puis, enfin voilà, c'est assez compliqué. Et en voiture, c'est 2h30.
Et voilà, donc pour ceux qui connaissent, Auray, au-dessus de Locmariaquer et la Tranche-sur-Mer sur la côte vendéenne. Donc voilà, donc effectivement c'est une solution pour pouvoir se déplacer avec des connexions entre des villes qui n'existaient pas forcément et en tout cas qui sont beaucoup plus rapides. Donc voilà, ensuite sur les raisons pour lesquelles les gens viennent chez Blablacar, alors ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils viennent, il y a une raison pour laquelle ils restent et puis il y a une raison pour laquelle ils aiment. Donc en fait les gens viennent initialement pour le prix, ou enfin en tout cas pour la manière de se déplacer qui est non seulement pratique en dernière minute mais aussi extrêmement économique. Donc puisque voilà, on va trouver des trajets par exemple Paris-Nantes à 20 €, Paris-Lille 15 €, enfin voilà c'est ce genre de tarif là. Donc on vient la première fois essayer parce que c'est extrêmement pas cher, en tout cas en tant que passager, et puis en tant que conducteur parce que ça fait faire des économies. On reste parce qu'on rencontre des gens sympas, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on se rend compte, ah là là, enfin voilà, les gens sont quand même extrêmement serviables et gentils, et en général on passe un bon moment et puis la route passe beaucoup plus vite quand on est plusieurs dans la voiture, donc on reste pour la convivialité. Et puis ensuite, et ça c'est ce qu'on comprend et ce qu'on développe, les gens adorent le service parce qu'il y a un vrai attachement à la marque Blablacar aujourd'hui. Les gens adorent Blablacar parce qu'en fait quelque part on leur rend une certaine forme de liberté de déplacement. C'est-à-dire que grâce justement au fait qu'on puisse disposer de trajets de plusieurs centaines de kilomètres quasiment en dernière minute et à des prix extrêmement bas, eh bien on rend une certaine liberté aux gens. Donc voilà, on vient pour le prix, on reste pour la convivialité et on aime pour la liberté. Et sur votre diversification, alors Xavier parlait, il y a la France. Est-ce que vous êtes encore une entreprise française? On sait que vous avez des velléités pour aller en Inde. Alors pourquoi l'Inde? Pourquoi pas la Chine? La France, bien sûr, on va y aller. La France, ça croît encore double digit ou triple digit? Ou c'est tombé du triple au double digit? Ça croît toujours triple digit la France. Triple digit en France. Oui. On parle à l'année. Plus de 100%. Plus de 100% à l'année. Plus de doublement sur la France. Encore. Oui, donc alors qu'est-ce que vous voulez foutre en Inde finalement? Alors aujourd'hui, vous avez tellement de croissance ici que... La réalité, c'est que Blablacar est déjà une entreprise globale, hein, c'est-à-dire qu'on est dans 14 pays. C'est pas, pour l'Inde, c'est plus que des velléités, puisqu'on a lancé en Inde, donc le service est déjà live là-bas et ça marche déjà. Donc c'est véritablement une volonté qu'on a eue de devenir global assez rapidement. Donc on est dans 14 pays, on a des bureaux dans 9 pays, on a 29 nationalités dans nos équipes, donc c'est déjà une entreprise complètement globale. Et puis plus de 3/4 de notre croissance aujourd'hui vient de notre croissance internationale, bien que la croissance France soit triple digit. Oui, alors si vous voulez, quand on a une croissance si rapide, si vous voulez, moi j'étais manager traditionnel. Alors je vais vous dire comment on faisait. C'est-à-dire que nous avions la chance d'avoir une très très bonne rentabilité. Notre rentabilité, c'est en gros 20% sur capitaux. Et Essilor est une affaire très très lourde en capital, c'est pour ça que les marges sont très élevées. Et donc, on avait des actionnaires. Donc moi, j'étais obligé de donner un dividende. En gros, on donnait un tiers de croissance en dividende, toujours avec de l'argent. Bon. Et donc, il nous restait donc 18% de rentabilité, un tiers en dividende, il restait en gros 12% à investir. Donc, Essilor a toujours cru à 12% sur 40 ans par an. Bon. Et donc, c'était notre système de croissance. Et comme le marché croissait à 3%, eh bien 12% c'est 4 fois la croissance. Et donc, en croissant à 12%, même en payant un bon dividende, on écrasait tout le monde sur la durée. Bon. Alors vous c'est totalement givré parce que si je comprends bien que votre croissance, elle est à plus de 100%. Il vous faut... Bon, votre rentabilité, je ne suis pas sûr que vous êtes rentable. À mon avis, vous devez perdre un petit peu d'argent. Donc, vous êtes obligé de lever un capital totalement givré. Et donc, la dernière, vous avez combien levé? 70 millions? Bon, vous avez levé en capital plusieurs fois votre chiffre d'affaires. Bon. Alors, pour quelqu'un comme moi, c'est complètement fou. Alors, pourquoi vous faites ça? C'est parce qu'en fait, déjà, il se passe des choses nouvelles. Pierre Dimitri en parlait. On est vraiment sur une période de rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens dont on ne disposait pas il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc, on a des moyens grâce à la connectivité et la possibilité de stocker énormément de données, de fournir des nouveaux services d'optimisation du monde réel. Enfin, c'est un petit peu technique, mais enfin, en fait, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on a plein de ressources sous-utilisées dans notre monde physique. Et aujourd'hui, grâce à une couche logique, Internet, digitale, qu'on va pouvoir plaquer sur le monde et une connectivité instantanée, eh bien on va pouvoir optimiser l'usage de ces ressources. Donc là, c'est véritablement une période de rupture. Donc déjà, on est dans cette logique-là. Et puis pour ce qui est une start-up, alors une entreprise traditionnelle, elle va chercher à avoir un business model viable, puis ensuite être profitable, puis ensuite partir à l'international. Ça c'est raisonnable. On les prend les uns après les autres. Voilà. Et bien, boum, d'un seul coup, tout ensemble. Eh bien, une start-up, en fait, elle fait pas ça. Elle inverse les deux dernières étapes, c'est-à-dire qu'elle cherche d'abord à montrer qu'elle est viable. Nous, c'est ce qu'on a fait en plusieurs années, en montrant qu'on avait véritablement un business model qui marchait et puis une traction et des gens qui adoraient le service et qui l'utilisaient. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse
l'étape d'expansion internationale et l'étape de profitabilité, c'est-à-dire qu'on place l'étape d'expansion internationale avant la recherche de profitabilité, la raison pour laquelle on va chercher des fonds pour financer cette internationalisation. Donc en fait, pour une entreprise comme BlaBlaCar, comme pour Uber, enfin Pierre Dimitri pourra nous le confirmer, ce serait extrêmement dommage et un manque d'opportunité que d'être profitable aujourd'hui. C'est pas la question. La question, c'est de s'étendre le plus vite possible. Vous avez trouvé des actionnaires super culottés. Mais c'est le principe de toute cette industrie du VC, les venture capital, qui justement finance des sociétés comme les nôtres, c'est qu'ils ont compris qu'effectivement c'était des sociétés qui avaient besoin de capitaux pour se développer à l'international avant de viser une certaine rentabilité. Donc c'est non seulement des nouveaux tard. business models, mais c'est de nouveaux financiers finalement. Oui, mais c'est des financiers qui justement ont l'audace de l'entrepreneuriat aussi et qui savent suivre les projets avec des ambitions qui sont très très grandes et très vite globales. Oui, donc de toute façon, on va revenir. Donc, question pour Spotify. Alors, peut-être depuis quand vous êtes rentré, Yannick? Alors, il a aussi un prénom breton, donc j'aime bien ça. Vous êtes rentré depuis combien de temps? Et alors, si vous voulez, pour positionner le sujet, on a regardé un peu Spotify. Ce que vous faites, c'est super culotté, parce que finalement, vous êtes arrivé grâce au changement technologique. On a tué, donc Steve Jobs a tué le Walkman, il a fait l'iPod, et donc on est arrivé. Après, donc iTunes a commencé à vendre, puis le streaming est arrivé. Bon, c'est grâce à l'iPhone que vous êtes là. Et puis vous avez quand même, si vous voulez, des gens qui trichent. Puisque moi, je vais vous avouer, j'utilise des trucs pas volés parce qu'on peut les trouver sur Internet, mais des trucs gratos. Bon, et vous avez donc à la fois des gens gratos. Et en même temps, les deux monstres que sont iTunes et Google, qui sont des gens, bon, pas forcément sympathiques. Alors, moi, pour moi, c'est un mystère, et c'est peut-être votre génie, c'est comprendre comment vous glissez Spotify entre les deux. Vous voyez, entre des gros gorilles, au-dessus de vous, et en dessous, des gars qui trichent un peu, quoi. Et même des gens honnêtes comme moi, parce que je paye toujours tout, finalement, je suis trouvé sur MB2 qui marche pas mal. Alors, comment est-ce que vous faites ? Donc, pour ma part, j'ai rejoint l'aventure Spotify au tout début, puisque j'ai démarré quasiment from scratch en France et développé les marchés sur la zone Europe du Sud. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, Spotify est le leader mondial du streaming audio. Nous avons 6 ans d'avance par rapport aux concurrents que vous mentionnez. Et notre cœur de métier est le streaming audio. Donc nous levons en pensant à l'audio. On fait que ça. Et par rapport à ces concurrents qui arrivent, on va attendre voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir se réinventer en permanence et pouvoir surtout répondre aux attentes de nos consommateurs. Donc on est très focalisé sur une approche user-centric, comme on dit, ce qui nous permet de pouvoir mettre l'innovation à la pointe de nos préoccupations et de pouvoir nous réinventer et anticiper les demandes qui arrivent. Ensuite, par rapport au modèle économique qu'on a installé, le modèle freemium, qui mixe la gratuité et le payant, là encore, ça nous a donné beaucoup d'informations qui sont riches pour la pérennité de notre modèle. Et puis, pour me parler de l'innovation encore, on a racheté une société qui s'appelle The Econest l'année dernière, qui est spécialisée dans la big data, qui nous permet de pouvoir conforter notre recommandation musicale et également améliorer nos offres publicitaires. Donc aujourd'hui, tous ces leviers nous permettent d'avoir une approche plutôt sereine. En gros, le chiffre d'affaires, c'est 90%, c'est encore l'abonnement payant et 10% à peu près la publicité, c'est comme ça que Le gros des revenus vient de l'abonnement, absolument. Alors aujourd'hui, les axes de développement autour de Spotify, c'est quoi? C'est des alliances, on entend parler, c'était tout récent, là, c'est la semaine dernière, une alliance avec Sony Music, des alliances avec des opérateurs, vous êtes directement dans les box. C'est ça les axes de développement. Alors je rappelle aussi, pour être utilisateur aussi de Spotify, vous faites pas que de la musique, enfin c'est pas que de la musique en ligne comme ça brute. Il y a des sélections que l'on peut faire, on peut voir les sélections de ses amis. Enfin voilà, il y a tout un ensemble communautaire aussi qui permet de découvrir aussi des choses. Mais voilà, quels sont aujourd'hui les axes vers lesquels vous développez Spotify? Alors, les partenariats stratégiques sont des formidables leviers de croissance, effectivement. Donc nous avons lancé un partenariat avec Sony, puisque nous allons pouvoir profiter de Spotify dans les différentes consoles Sony PlayStation et sur les appareils Xperia. Et puis en France, avec Bouygues, nous avons la possibilité de pouvoir profiter de Spotify via un abonnement chez Bouygues. Pour nous, c'est un accélérateur de business.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui concerne les activités marketing, les activités promotionnelles, et puis bien sûr, en fin de course, mais ce qui est très important pour nous, le bouche-à-oreille qui va là encore contribuer à notre développement. Oui, donc, je comprends bien. Donc, en fait, ce qui fait que vous arrivez à vous débrouiller entre les grands monstres que sont Google et puis les voleurs, c'est que vous aimez votre métier, vous avez un métier, vous mettez des produits intelligents, et c'est grâce à ça, au fond, vous êtes celui qui croit le plus, c'est ça, grâce à ça que vous poussez. Hein. Puis deuxièmement, vous faites des alliances avec les éditeurs et les réseaux commerciaux. C'est ça, en gros, la stratégie. Absolument. Bon, alors maintenant, votre taux de croissance est quoi, à peu près? Est-ce que vous êtes triple digit ou vous êtes malheureusement tombé au double digit? Ça dépend des pays, mais on est en moyenne en double digit. En conso. Double digit. Vous êtes en double digit, donc oui. Vous ne faites pas 100%, vous croissez à moins de 100% par an. Est-ce que vous doublez tous les ans? Oui. Vous doublez, donc vous êtes triple digit. Alors, vous n'êtes pas rentable. Hein. Excusez-moi, moi c'est le vieux schnock parce que moi j'ai été donc formé par le stock market et j'ai donc eu tout le temps des actionnaires assez exigeants qui, je pense d'ailleurs, ne sont pas ceux qu'on retrouve chez vous. Hein. Bon. Et donc, mais je comprends très bien que ça existe. Hein. Je comprends très bien que ça existe. Donc, vous avez une rentabilité qui est négative, une croissance de 100%, donc vous avez évidemment des cash flows très très négatifs. Donc, vous avez fait des levées énormes. Vous pouvez nous parler un peu des actionnaires que vous avez et de cette politique financière? Aujourd'hui, nous réinvestissons dans l'innovation et dans le développement. Je ne peux pas commenter ces chiffres puisque nous ne sommes pas une société cotée. L'objectif principal de Spotify est de pouvoir, encore une fois, se développer à la même stratégie que mentionnait tout à l'heure Blablacar. D'accord. Est-ce que vous avez vu les marges quand même qui s'amélioraient avec le volume? Parce qu'on a l'impression qu'au début, elles étaient assez négatives et puis ça tend quand même à arriver. Parce qu'il ne faut pas faire des puissants fronts. Moi, je suis ravi parce que si le barbare, vous voyez, bon, je fais exprès le vieux schnock qui se défend, je dis si vous m'attaquiez, moi je serais assez content parce que la lutte, ça va être une lutte. Vous allez faire du résultat, mais vous avez tellement besoin de cash qu'un jour ou l'autre, vos actionnaires vous envoient balader. Vous voyez. Donc il suffit pour moi de tenir et puis j'ai une alliance avec les actionnaires. Oui. Aujourd'hui, d'après les chiffres qui ont été publiés, les pertes ont été réduites et nous sommes profitables dans certains pays, comme la France. Donc si nous avions souhaité être profitables, nous aurions pu l'être. Vous avez des îlots de profitabilité. Voilà, aujourd'hui. Ça c'est capital, ça. D'accord. D'accord, très bien. Hubert. Oui, alors vous, bon, alors on reviendra évidemment, on reviendra sur Spotify et sur. Bon, alors Hubert, tout le monde connaît bien, c'est assez fascinant. Alors nous, en tant que, si vous voulez, on découvre quand même un petit peu. Hein, donc la branche des jeunes est complètement dedans. Nous les anciens, on découvre un petit peu. On a vu pas mal d'histoires pas très sympas. Bon, c'est sûrement les médias qui en ont eu trop, mais il y a eu des problèmes en Inde, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la ville dans laquelle vous êtes le plus fier de ce que vous avez réussi, pour montrer ce que peut être votre business model à terme, d'accord? Et puis vous dire un peu la ville ou le truc dans lequel c'est le cauchemar absolu, et nous dire un peu ce que vous faites pour, quand il y a un vrai cauchemar, qu'est-ce que vous faites pour rattraper le truc? Parce qu'il faut éviter quand même que les cauchemars se propagent, et il vaut plutôt mieux que ce soit les belles histoires qui arrivent, voilà. Oui, bien sûr. La première chose peut-être que je dirais sur les cauchemars dont vous parlez, je pense que ces différents cauchemars reflètent une même réalité. Il s'agit d'une société qui vient innover sur l'un des secteurs les plus régulés au monde. Et ça, c'est important et c'est ce qui crée beaucoup des tensions qu'on observe. Sur les belles histoires, vous allez m'accuser de mauvaise foi, mais je veux citer Paris. Paris, c'est la ville dans laquelle Uber est né, d'une certaine manière, c'est là où l'idée est née. Aujourd'hui, c'est une ville dans laquelle on est arrivé, il y avait moins de 1000 sociétés de transport VTC sur le marché à Paris. Aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a plus de 10 000 sociétés. Uber à Paris, c'est 1,5 million de personnes qui l'utilisent de façon régulière. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a développé un service à Paris qui plaît, qui a une offre large, c'est-à-dire qu'on a des services haut de gamme, on a des services moins chers. C'est la première ville au monde, en dehors des États-Unis, dans laquelle on a lancé notre offre qui s'appelle Uber Pool, qui permet finalement de mutualiser les trajets en temps réel via des gens qui vont dans la même direction. Donc c'est un marché sur lequel on est assez. Sur Paris, vous ne craignez pas trop la régulation, vous ne craignez pas trop le législateur ou comme ça entre nous? Si, toujours. Oui. Ce qu'on observe à Paris, c'est intéressant, c'est qu'en 2009, il y a un régime qui a été introduit, qui était l'un des plus progressistes en Europe, qui était le régime des VTC, qui permettait à une personne modulo un certificat médical, un brevet de secourisme, de se lancer dans une activité de transport. Et ce qu'on a observé, c'est que depuis 2009, des barrières n'ont cessé d'être ajoutées.
à ce régime qui était plutôt favorable. Et donc aujourd'hui, évidemment, une partie de notre rôle est d'essayer d'empêcher l'ajout de ces barrières continuelles. On a entendu parler des décrets de 15 minutes qui imposaient à des gens d'attendre avant de monter dans une voiture. On voit les formations qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Maintenant, dans un pays comme la France où le chômage est quand même une problématique majeure, on est en train de demander à une personne qui veut se lancer dans le transport de nous montrer son compte en banque, de nous prouver qu'il a 1 500 € sur son compte en banque. Et c'est ce genre de réglementations qui n'ont pas de sens pour le consommateur. Donc vous défendez les jeunes qui cherchent des jobs finalement. Évidemment. D'accord. Moi, je dois vous dire, moi, je vous avouer, mais je suis G7. Hein. Moi, je suis un gars fidèle. Bon, j'ai toujours été ça fidèle. Et ben, c'est très bien. En fait, ils le prennent pas si mal, et je remercie Uber tous les jours parce que ça a stimulé G7. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, la compétition a du bon, on le voit très clairement sur G7. Et à nouveau, parce que beaucoup de gens, je reviens sur mon premier message, mais beaucoup de gens se concentrent sur la querelle taxi versus VTC versus Uber, etc. Ce qui est en train de se passer est bien plus large que ça. Voilà, c'est vraiment l'idée d'une transition. À nouveau, on est sur un marché qui est en pleine explosion. Donc vous communiquez sur un truc supérieur. Oui. Mais c'est la réalité de ce qui se passe. Et si vous parlez à G7 typiquement, je serais très surpris qu'ils observent une baisse de leur activité suite au développement d'Uber. Et alors la plus belle ville, parce que vous dites c'est Paris la plus belle ville, mais est-ce qu'il y a mieux que Paris? Londres, c'est ce qu'il y a mieux au monde, Paris. Londres aussi est une ville qui est super intéressante, c'est un de nos plus gros marchés dans le monde, comme Paris l'est aussi d'ailleurs, mais c'est une ville qui est très intéressante, qui a une vision exceptionnelle du transport, qui a été une des premières villes à finalement créer l'offre de VTC. Vous avez 70 000 minicabs à Londres aujourd'hui, 3 fois plus que de taxis. Donc en fait ce que vous démontrez, c'est que vous faites grandir le marché. Est-ce que par exemple, dans les villes dans lesquelles vous avez la plus grande historique, vous avez fait décroître les taxis traditionnels? Alors, ce qu'on a observé, d'une part, sur les gros marchés dans lesquels on est, et Paris est un exemple, New York est un exemple, on n'a pas vu de baisse de la valeur de licence d'un taxi. Ça, c'est capital, ça. Ce qu'on voit, en revanche, c'est que le monde du taxi revient sur ce sur quoi il a le monopole, c'est-à-dire le monde de la maraude. C'est-à-dire un taxi, par définition, c'est l'autorisation de prendre des passagers dans la rue qui le hèlent. Et c'est ce retour-là. Et quand on regarde un marché comme Paris, par exemple, on se rend compte que pour un tas de raisons, les taxis ont été transférés sur le monde de la réservation, et d'une certaine manière, ça a été orchestré de cette manière. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile à Paris de trouver un taxi dans la rue en levant le bras, parce que finalement, tout ce marché est dominé par des acteurs de réservation qui jouent aujourd'hui le rôle des VTC. D'accord, donc c'est une transformation absolument profonde du business model. C'est une transformation profonde qui est en train de se jouer et qui est passionnante, parce qu'évidemment, elle réduit le trafic pour les villes. 15% de l'espace urbain des villes aujourd'hui, à Paris en tout cas en France, est dédié au parking. Est dédié au parking de voitures. Donc c'est une transformation majeure qui a aussi des impacts sur l'emploi. Et puis on rappelle pour chacun d'entre vous l'importance du mobile, de l'application mobile et de toute cette plateforme qu'il y a derrière, parce que c'est ça qui fait ce développement. Sur les pistes de développement, on imagine aussi à l'international. Alors c'est vrai que selon les pays, en Inde, vous avez dû acheter des licences de taxi, voilà, il faut un peu s'adapter à chaque pays. Mais vous allez aussi créer des nouveaux services. Et vous n'allez peut-être plus transporter que des personnes, mais à Noël, vous allez transporter des sapins. Oui, voilà, on pouvait avoir un VTC Uber qui nous amenait dans sapin, mais non seulement ça, mais qui venait le chercher aussi, une fois la période de Noël passée. Voilà, vous avez tout un tas de services. On a même entendu, on est vraiment dans l'actualité, on a entendu hier, Uber qui va investir dans vous travaillez avec des laboratoires pour des voitures autonomes. Donc là aussi, voilà, il y a tout un tas de... Je pense que le message, c'est qu'on est une société innovante et on le restera. Donc évidemment, on fait plein de tests un petit peu partout. Aux États-Unis, on teste des services de coursier, des services de livraison de nourriture, et ça, je pense que ça fait partie de notre ADN. Donc c'est des choses qu'on continuera de faire. Ce qui est important, parce que vous parliez du mobile, le mobile chez Uber, je dirais que c'est 2 choses. C'est une première étape de l'innovation qui est de dire on va permettre une commande qui auparavant se faisait par téléphone via un mobile, et donc on facilite la commande. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la deuxième étape qui est beaucoup plus fondamentale et structurante, qui est de dire la technologie permet d'optimiser les flux en temps réel, permet dans le cas des chauffeurs, à un chauffeur de faire beaucoup plus de courses qu'il ne l'aurait faites, et quand un chauffeur fait beaucoup plus de courses, vous pouvez baisser considérablement les prix. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Uber de proposer des offres qui sont beaucoup moins chères que ce qui se fait dans le monde des taxis. Alors, je voulais savoir, la question, je ne sais pas si vous répondrez, vous êtes rentable, consolidé mondial ou pas? Alors aujourd'hui, on n'est pas une société cotée, donc on ne commande pas sur ces chiffres-là. Ce que je peux confirmer en tout cas, c'est qu'un certain nombre de nos marchés, notamment les marchés les plus anciens, on a des logiques vraiment par ville, sont rentables. Donc Paris, vous arrivez maintenant à des rentables. Consolidé mondial, ouais, vous n'êtes pas. Parce que alors vous, en fait, vous êtes tous les trois dans le même système, parce qu'aucun de vous gagne de l'argent. Alors en termes de cash, en gros, chez Uber, bon, j'ai calculé à deux coups de cœur à peau, vous reversez en gros 2,5 milliards, 3 milliards de dollars par an dans le monde. Donc votre chiffre d'affaires, je vais dire, ça doit être de l'ordre de... Allez, si c'est 1 milliard, c'est bien à tout casser. Vous valorisez 40 milliards, mais j'ai calculé, on a fait rentrer 4 milliards de dollars de cash depuis le début.
Alors, vous avez l'équation, elle est quand même assez extraordinaire. On met 4 milliards pour un chiffre d'affaires d'1 milliard qui perd du fric, ça vaut 40. Et il y a pas mal de financiers. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que pour moi, par rapport à tout ce qu'on m'a expliqué pendant 40 ans, bon. Mais je suis aussi très heureux de voir qu'il y a des financiers parce qu'on va essayer de les chercher pour aujourd'hui. Et donc, vous confirmez aussi, donc, oui, donc, vous avez fait rentrer 1,5 milliard encore. Hein, ce que je confirme là-dessus, c'est que Uber est une société qui, aujourd'hui, en 2014, a réalisé 140 millions de courses et croît à plus de 350% annuel. Et aujourd'hui, on ne voit pas. En triple digit. On ne voit pas de fléchissement de la croissance. Des marchés comme Paris, et je disais que Paris est l'un de nos plus gros marchés dans le monde, est un marché sur lequel, à l'instant où je vous parle, on croît plus vite qu'il y a un an. Et ça, c'est possible parce que vous avez des effets de réseau très importants qui vous permettent, en vous développant, de baisser les prix, d'apporter un service qui devient meilleur pour le consommateur et meilleur pour les chauffeurs. Donc les gens qui disaient en fait qu'on est au début d'un truc incroyable, si après tant d'années vous êtes encore à triple digit, c'est que la vague, on est sur une très très grosse vague. Je suis ravi pour vous, hein, c'est formidable. Hein. Et pour nous aussi finalement, hein, puisque finalement on en profite. Hein. Il faut savoir que pour Uber, dans le travail qu'on a fait en amont avec Xavier, on s'est rendu compte que des sociétés qu'on a interrogées nous ont dit que souvent leur facture de taxi baissait depuis qu'ils utilisaient Uber par rapport aux grands utilisateurs disent des grands utilisateurs de taxi sur Paris. Et les grands utilisateurs mondiaux, j'ai dit d'ici là, ils sont tous Uber mondialement. Le truc formidable, c'est qu'ils ont un seul téléphone, ils ont plus de cash et tout ça. Et quand ils discutent avec les chauffeurs de taxi, ils disent que ça tient leur comptabilité. Parce qu'un chauffeur de taxi, il touche plein de fric, il ne sait pas ce qui est fait au noir, pas au noir, tout ça, et il s'y retrouve pas bien. Alors que là, avec votre système, ça blanchit tout, et ça carrément, ça sort des comptabilités du chauffeur. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels il faudrait... Non mais c'est ça la vraie révolution fondamentale. Et c'est pour ça d'ailleurs du zéro informatique, il faut vraiment faire un système, faire un journal spécial autour de tout ça, quoi. Voilà. On fait des émissions. C'est un élément important. C'est un élément important là-dessus. Effectivement, on passe d'une économie qui était, comme on dit en anglais, off the grid, à une économie qui est entièrement sur la plateforme. Donc pour les impôts, c'est pas mal parce qu'on voit pas mieux ce qui se passe. Donc vous avez beaucoup d'arguments. Vous secouez le système et vous avez aussi beaucoup d'arguments pour pouvoir faire évoluer nos législateurs. Ça fera du bien. Ouais. Xavier, le temps passe. Il faut qu'on ait encore quelques questions. Je vais m'amuser, c'est vous taquiner parce que on est tous tellement admiratifs pour ce que vous avez fait. Mais est-ce que donc vous avez une vague formidable? Est-ce que vous avez réfléchi déjà à la personne qui va vous zigouiller? Parce que moi, c'était mon obsession quand j'étais chez Essilor, c'est que je vivais tout le temps en disant quelle est la société qui va me zigouiller. Vous voyez, bon. Alors, est-ce que vous êtes porté là par une vague phénoménale, mais est-ce que vous avez déjà imaginé à celui qui vous fera le coup que vous faites aux autres? Blablacar. Alors je pense que ce qui nous concerne, ce qu'il faut regarder, c'est les technologies et les évolutions. Évidemment, il y a des choses qui vont venir secouer. Alors entre secouer et zigouiller, je ne sais pas si la limite est grande. Ce qui va secouer de toute manière le monde des transports, parce que c'est pas fini, ça va être évidemment l'arrivée des voitures autonomes. Ça va être quelque chose qui forcément va faire un petit pavé dans la mare, voire un gros. Donc après, les conséquences de ce que peuvent avoir ces choses-là, nous, à partir du moment où des passagers vont monter dans des voitures, à terme, qu'il y ait un conducteur qui propose 3 places ou que ce soit une voiture autonome qui en propose 4, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où en fait on a des passagers qui cherchent des trajets, on devrait se débrouiller avec des voitures autonomes aussi. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Peut-être, je ne sais pas ce qui va venir après le téléphone portable. Vous travaillez, je crois, aussi avec Citroën pour imaginer une voiture Blablacar, non? Enfin, avec des marques. J'ai cité Citroën, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, bon, on discute de manière assez permanente avec tous les acteurs du système, hein, que ce soit évidemment les constructeurs automobiles ou que ce soit d'autres gens dans le transport, parce qu'effectivement, on est intégré dans ce domaine-là. Après, on n'a pas encore de projet exactement concret sur ce sujet-là. Et alors, un sujet aussi passionnant, c'est le big data. Toutes ces données que vous récupérez sur les membres, hein, c'est pas des clients, Blablacar, c'est des membres voyageurs, des membres conducteurs. Ça aussi, c'est une source de croissance pour vous, de nouveaux services potentiels. C'est une source de qualité de service, c'est-à-dire que dans le domaine du covoiturage, ce qui est très important quand vous allez faire un covoiturage, c'est de savoir avec qui vous allez monter. Vous voulez choisir avec qui vous allez monter et à qui vous allez passer 3-4 heures dans une voiture. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, les données que les personnes peuvent donner permettent justement aux autres de savoir avec qui ils vont partir. C'est-à-dire que vraiment sur Blablacar, on sait avec qui on part. Et c'est, d'ailleurs ça fait un beau slogan, on pourrait l'utiliser, mais c'est une manière de savoir, voilà, vous allez avoir la photo de la personne, vous allez avoir ses préférences, vous allez avoir sa biographie, vous allez avoir les avis que les personnes ont pu laisser sur un membre ou sur un autre. Et donc en fait, toutes ces datas-là permettent d'améliorer la qualité du service et l'efficacité des mises en relation et l'efficacité du service au final. Donc en fait, les données sont utilisées exclusivement chez nous pour améliorer le service et le rendre plus efficace.
Oui, pour Spotify. Moi, je sais que ma question est un peu idiote parce que si on est triple digit, on ne se diversifie pas. Mais d'un autre côté, est-ce que vous avez pensé à faire des livres? Parce que finalement, c'est très très proche. Alors moi, je suis fanat de charger des livres, etc. Ici, alors, est-ce que vous rentrez là-dedans? Et les films? Aujourd'hui, on se concentre encore sur l'audio, puisqu'il y a encore du travail à faire dans ce secteur. C'est un modèle qui est duplicable évidemment à d'autres domaines. On a vu Netflix arriver sur la vidéo, Amazon sur le livre. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on se concentre vraiment sur notre développement dans l'audio. Mais je pense que vous avez raison, parce que quand on croit à triple digit, à les diversifier, c'est probablement une erreur. C'est la bêtise qu'a fait Texas quand il est descendu dans les mondes, vous voyez. Donc je pense qu'il faut que vous continuiez comme ça. Peut-être à tous les trois, parce que je vois que le temps est limité. Au fond, ce qui est passionnant, c'est que vous surfez sur vous mettez à la fois des technologies les plus nouvelles à des vrais changements de société, l'économie du partage, vous voyez. Bon, ça c'est le premier truc important. Moi, le truc qui est absolument phénoménal, c'est qu'on a beaucoup de jeunes au chômage et que manifestement, la sortie du chômage des jeunes, vous avez une énorme clé entre les mains. Et donc, est-ce que vous pourriez dire, on s'adresse au pouvoir public, dommage que M. Mandon ne soit pas là, mais de toute façon, tout ça va être évident. Si vous aviez un conseil à donner aux législateurs, en disant qu'est-ce que vous diriez pour donner des marges de manœuvre qui vous permettent que vos business models, ils aillent à pleine puissance. Qu'est-ce que vous auriez à dire, hein? Peut-être à tour de rôle, alors Uber et puis après Spotify et Blablacar. Oui, alors j'ai beaucoup de choses à dire, mais le message le plus important, je pense, c'est qu'on est dans un monde qui se transforme et l'approche qui devrait être prise, c'est une approche dans laquelle on cherche à développer des cadres réglementaires qui viennent encourager ces innovations qui sont bonnes pour le consommateur, qui peuvent créer des emplois, plutôt que de chercher à protéger les acteurs existants. Et donc il y a plutôt une logique constructive qui doit être de dire comment est-ce qu'on accompagne ces innovations pour en tirer le maximum et comment est-ce qu'on réfléchit à la transition d'une industrie qui est en mutation, l'industrie plus traditionnelle. Merci, bien sûr. Yann Thébault, Spotify. En ce qui me concerne, c'est lié à la lutte contre le téléchargement illégal, puisque le piratage existe encore. C'est la mission première de Spotify, de pouvoir éradiquer ce fléau. Le piratage a bien diminué dans tous les pays où on est présent, mais il existe encore. Donc si les pouvoirs publics peuvent nous aider dans ce domaine-là, on peut également imaginer un coup de pouce par rapport aux jeunes étudiants et pourquoi pas une subvention pour les aider à s'abonner aux plateformes de streaming audio. Bien sûr, en mettant des livres, en mettant des livres de classe. Il faut que vous mettiez les livres de classe sur Spotify, gratos, vous voyez, trucs comme ça. Bon. Et puis Blablacar. Oui, pour nous, je pense que c'est plutôt que d'aller directement dans une articulation de réglementation, je préfère parler plutôt d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, au-delà des changements technologiques qui provoquent des ruptures dans différents domaines, il y a une globalisation de toute manière obligatoire et très rapide, extrêmement rapide de n'importe quel service qui naît. Donc en fait, toutes les choses qui vont pouvoir être imaginées, que ce soit la réglementation, que ce soit les encouragements dans un sens ou dans l'autre par rapport à une activité, doivent être envisagées de manière globale. Et il faut penser qu'une entreprise, même si elle est née en France, très très vite, si elle est amenée à avoir du succès et à devenir un service ou un produit qui va révolutionner les usages, va devoir raisonner dans un monde complètement global. Donc il faut véritablement penser toutes les lois et les réglementations dans l'environnement international et surtout pas penser trop localisé. Bien, merci. On peut remercier nos trois invités et le travail de Xavier Fontanet.